Bonjour à tous, bienvenue dans cette première édition de Data Hold'em All-in sur la souveraineté numérique. Donc le concept est simple, on va jouer au poker. À chaque tour, on va mettre un sujet relatif à la souveraineté numérique et on va le discuter avec un certain nombre d'experts de haute valeur qui vont se présenter. Moi-même, ça fait à peu près 7 ans que je travaille sur ces sujets et sur la création de réseaux de données contrôlés pour que chacun contrôle ces données. Et on a un invité d'exception et espion qui est ChatGPT, parce qu'on va affronter ChatGPT au poker et lui-même va nous donner son avis sur la souveraineté numérique. L'objectif, ça va être de sortir tout le monde et d'imposer ses idées et d'avoir un bon moment sur ce nouveau format qui est une grande première. Donc je vais laisser chacun se présenter. Olivier. Bonjour à tous, donc je suis Olivier Dion, ça fait 14 ans que je travaille sur la question du partage de la donnée. Et au départ c'était sur le partage de données personnelles et puis ça s'est étendu aujourd'hui avec les data space. Donc je suis un entrepreneur actif dans les data space, mais les principaux secteurs c'est le spatial, la mobilité, le tourisme et puis plus récemment le juridique. Je travaille avec Mathias dans les instances de standardisation et les boîtes à outils pour data space et donc évidemment on a un avis à donner sur l'avancement des choses sur les data space et depuis peu on est en train de faire le lien notamment avec l'IA, entre les data space et l'IA. Kevin Gompert, du coup, je dirige une agence de communication qui s'appelle Make, donc je suis beaucoup moins expert que vous sur les questions de data et de souveraineté. Par contre, j'utilise beaucoup les nouveaux outils d'IA générative pour essayer d'intégrer ça dans ce qu'on propose à nos clients, que ce soit sur de la création d'images, de l'édition de vidéos, et plus dernièrement sur de la création d'influenceurs complètement automatisés, réalisés par l'IA, qui est une offre qui fonctionne pas trop mal. Et je vais essayer de tous vous sortir. C'est vrai que c'est homme contre machine là ce soir. Donc ChatGPT est un acteur non souverain de l'IA générative qui vient ici évidemment pour essayer de, j'imagine, poser problème lors des discussions. Et s'accaparer toutes nos connaissances. Et nos richesses. Et donc moi, Christophe Gogo, moi j'ai une première carrière de 10 ans dans le conseil en stratégie à Londres, où j'étais principalement dans la stratégie digitale et numérique. J'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance des données, l'utilisation des données, la valuation de manière générale. Et depuis 7 ans, je suis en poste de direction stratégique, je suis Chief Strategy Officer d'un groupement qui s'appelle l'IMA, l'Innovation Makers Alliance. Et on vient de sortir un manifeste de la souveraineté numérique qu'on a fait avec plusieurs centaines, plus de 300 quasiment, entreprises et administrations du territoire plus institutions. 33 recommandations stratégiques de ce qui peut être fait en Europe, en France et au niveau des entreprises pour aider à développer la souveraineté numérique du territoire. Super. Et je suis ravi d'être là. Bah oui, on est tous ravis, on travaille tous ensemble d'ailleurs, plus ou moins, directement ou indirectement, à construire ce nouveau monde souverain. Ça va être la grande question. Est-ce qu'on va pouvoir faire écosystème pour gagner contre ChatGPT ce soir? Est-ce qu'on doit expliquer que ChatGPT va jouer contre nous en utilisant, c'est vrai. Utilisant via son pouvoir d'IA générative l'ensemble de la connaissance des meilleurs joueurs de poker de l'histoire et qu'on a donc toutes les chances de perdre. Mais il n'a pas l'humanité qui permet de décrypter le bluff, les micro-comportements. Donc on a peut-être toutes nos chances. À qui profite réellement la collecte de données personnelles à grande échelle aujourd'hui? La collecte massive de données personnelles profite d'abord aux grandes plateformes comme Google, Meta ou Amazon, qui les transforment en revenus publicitaires colossaux. Les data brokers les revendent à d'autres entreprises, souvent sans que l'on s'en rende compte. Les assureurs et les banques les utilisent pour ajuster leurs offres ou détecter les risques. Les gouvernements s'en servent pour la surveillance, la sécurité ou le contrôle fiscal. Les entreprises d'IA exploitent ces données pour entraîner leurs modèles. Pour l'utilisateur, le bénéfice est limité, quelques services gratuits contre une exploitation opaque de sa vie numérique. Le rapport est déséquilibré, tu donnes beaucoup, tu reçois peu. Le vrai client, ce n'est pas toi, c'est celui qui paie pour te cibler. Plus la collecte est invisible, plus elle est rentable. Et plus elle est rentable, moins tu contrôles. Oui, donc le sujet des données personnelles, je pense que tout le monde est un peu au fait aujourd'hui de façon que on collecte énormément de données sur chacun pour les revendre. Je pense pour aller un peu plus loin dans la compréhension des choses, c'est que en fait, ceux qui en tirent le plus de valeur, Google, Meta, etc., ils revendent pas les données telles quelles. Ce qu'ils revendent, c'est une analyse de tes données et de tous tes comportements pour pouvoir précisément prédire ce dont tu as besoin et quel va être ton prochain achat et du coup
te cibler avec la bonne pub. Ils vendent même pas de la donnée. Ils vendent Les services du sont ciblage. Ils vendent du ciblage, mais ils vendent ton futur quelque part. Et ce livre qui décrivait ça très bien, Surveillance Capitalisme, qui disent, en fait, ils prédisent tout, et du coup, ils vendent ton futur au plus offrant pour dire, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Et ça peut être utilisé à des fins de manipulation. Sur les questions plutôt de plateformes, de réseaux sociaux, c'est pour te manipuler à acheter. Sur des États chinois, c'est pour te manipuler à agir de telle ou telle manière. Pas que chinois, hein, quand on voit les élections roumaines là, dernièrement, tu vois, il y a quand même qui ont été invalidées suite au fameux président TikTok et ses comptes russes qui auraient influencé le scrutin. Mais je pense qu'il est marrant aussi, c'est que la ChatGPT dit les gouvernements s'en servent. Les gouvernements, c'est ceux qui sont le moins bien lotis pour s'en servir aujourd'hui. Sauf les gouvernements chinois. Oui, ça, mais en Europe, les gouvernements, Google a beaucoup plus de données sur les citoyens que les gouvernements. T'as des nuances, hein. Le Royaume-Uni, par exemple, tu parles dans l'Union européenne, mais le Royaume-Uni a probablement beaucoup plus de données aujourd'hui que le gouvernement français. Oui, le Royaume-Uni structure ça très bien. Beaucoup plus de caméras, droit à reconnaissance faciale, ils sont pas obligés de pseudonymiser, ils peuvent directement lier la reconnaissance faciale avec l'identité. Mais la question, c'est de la valeur, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elle est accaparée et elle est vendue au plus offrant, sauf que c'est une énorme valeur pour régler à peu près tous les sujets. Mais donc, en effet, si demain, par exemple, tu as un super chat GPT qui peut détecter un cancer beaucoup plus tôt, les gens vont lui filer toutes leurs données de santé. Donc, la question, c'est comment on crée les conditions, dès le début, d'une gouvernance éthique de la donnée, où chacun peut avoir voix au chapitre. Et ça, c'est maintenant que ça se crée. Si on le fait pas maintenant, les gens donneront juste leurs données gratos. Mais ce qui est déjà le cas, en fait, depuis très longtemps. Ouais. Mais là, il y a des données qui sont pas si simples à donner. Tu vois, tout ton historique médical, toutes tes notes, tout ton truc, il y a des données qui sont enfermées dans des systèmes. Si elles peuvent être connectées, tu peux en donner contre un service, mais tu peux aussi les vendre pour entraîner de l'IA. C'est comme quand tu participes dans un sondage. Et sur ces usages-là, tu peux être rémunéré. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que là où avant on partageait de la donnée, pas anodine, mais du comportement, on va dire, quotidien, là où on se pose la question de partager des données beaucoup plus sensibles, finalement, on a vraiment un besoin d'encadrement beaucoup plus important. On a une nécessité, c'est plus qu'un besoin, on peut pas y donner accès sans encadrement. Parce qu'elles sont protégées dans des systèmes. Donc t'es obligé d'avoir une infrastructure qui le permet, mais en fait, demain, le risque, c'est qu'on la construise pas assez vite, et que ChatGPT nous dise, moi, en fait, je peux guérir le cancer, je peux tout détecter plus vite. Tout le monde va lui donner les données parce que tu veux sauver ta femme et ta fille. Et donc, il faut, dès maintenant, construire l'infrastructure pour dire, ouais, tu peux accéder aux données, mais il y a un certain nombre de règles. Tu vas payer l'accès. Ça se trouve, tu payes pas la personne, mais tu payes l'hôpital, tu payes celui qui a maintenu les données. Tu réinjectes à une chaîne de valeur beaucoup plus pertinente. Et sur la personne, tu peux lui reverser une partie parce que les données sont utilisées dans le modèle général. Je pense que c'est un autre aspect, c'est si tu considères que le secteur de l'IA générative, par exemple, ou l'IA agentique décisionnelle, est tellement stratégique qu'en fait, il est vital pour l'Europe que d'avoir le contrôle des données des consommateurs. Tu peux faire passer des régulations plus avancées que le RGPD, le AI Act, qui commence à expliquer que les acteurs américains n'ont pas le droit d'accéder à la donnée personnelle trop fine. Ouais. Et dans ce cas-là, tu fais un marché restreint, qui est comme un marché de la défense. Ouais, c'est ça. Et en gros, ton data space devient la seule solution unique, parce que c'est le seul truc qui va respecter les réglementations européennes. C'est exactement ça. Mais ça, il faut la volonté de construire et de connecter l'infrastructure. J'ai envie de dire, le RGPD, il est pas mauvais, le Data Act, il est pas mauvais. C'est l'application que personne n'en fait qui est... Une vision communiste de la data, quoi. C'est pas une vision communiste. Non, c'est régalienne. Non, je dis ça parce que c'est pas la première personne qui me dit ça. C'est pas communiste. C'est le sens. Sur le marché de la défense, des missiles, tu ne les achètes pas aux États-Unis, à part si tu as signé un accord, en tout cas c'est ce que la France a, parce que les Anglais n'ont pas par exemple, qui est que tu gardes l'indépendance complète de la machinerie, donc qui permettra que si demain tu as besoin de tirer ton missile, tu n'as pas besoin de l'accord des Américains. Sur le nucléaire, on le fait qu'au niveau français, parce qu'on considère que c'est des marchés stratégiques, ou sur lesquels on veut qu'on ait la main complète. Si tu considères que c'est pareil de l'IA décisionnelle,
T'es pas sur du communisme. T'es en train de dire qu'en fait, tu veux pas donner des données à des acteurs qui pourraient demain faire de l'ingérence complète et du hacking décisionnel et en gros t'empêcher demain d'être indépendant. Ouais. Et puis, C'est pas communiste. et puis c'est comme les routes, c'est une infrastructure en fait d'échange de données. C'est une infrastructure, donc les routes elles sont collectivement. Les routes aujourd'hui sont privatisées. Ah oui, mais tu pourrais. Non, mais aujourd'hui, elle sera privatisée cette infrastructure de partage. Moi, je pense pas qu'il faille. Ça dépend. Sur certains secteurs, il faut que ce soit fermé. Sur d'autres secteurs, tu fais des phases d'évolution. Au début, par exemple, dans la santé, tu dis je le limite aux acteurs français ou européens. Et une fois que ça a bien pris, tu peux l'ouvrir pour pouvoir créer des échanges internationaux aussi, quoi. L'intelligence artificielle est-elle un outil neutre ou un instrument de pouvoir ? L'intelligence artificielle n'est pas un outil neutre. Elle est conçue, entraînée et exploitée par des acteurs humains avec des intérêts bien précis. Aujourd'hui, ce sont les grandes plateformes qui détiennent les données, les infrastructures et le capital pour imposer leur IA. Résultat, l'IA devient un levier de pouvoir économique, politique et culturel. Elle influence ce que l'on voit, ce que l'on croit, ce que l'on consomme. Elle peut renforcer les biais, automatiser des injustices, ou verrouiller des positions dominantes. Ce n'est pas la technologie qui est en cause, mais la manière dont elle est utilisée. Une IA reflète toujours la vision du monde de ceux qui la contrôlent. Tant qu'elle reste centralisée, elle servira d'abord à consolider des rapports de force. Une IA émancipatrice suppose une gouvernance partagée. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tellement chaud, Christophe a fait tomber la veste. Ça rigole plus. Et bientôt la chemise. Et bientôt la chemise, évidemment. Mais qu'est-ce qui se passe si les humains ne contrôlent plus l'IA? C'est une vraie question. Toi, Olivier, t'avais pas mal étudié le sujet. Je l'avais pas mal étudié il y a quelques années, il y a longtemps, il y a 20 ans, avec les théories américaines de la singularité technologique, donc notamment poussées par Ray Kurzweil, qui a travaillé chez Google au travers de différents bouquins, et qui disait en gros qu'il prenait la... Donc c'est pas vraiment un travail scientifique, c'est un travail d'analyse. De la prospective. C'est de la prospective, ouais. Je me couche. Et en prenant la loi de Moore et en l'appliquant à peu près tout ce qui nous entoure, expliquer que à partir de 2029, donc demain, la machine, en gros, allait avoir une puissance de calcul, les machines avec Internet combinées, allaient avoir une puissance de calcul à peu près égale à celle d'un cerveau humain, et qu'en 2045, on passerait dans un autre monde où l'intelligence sur Terre serait principalement l'intelligence des machines. Ouais. Donc ça change complètement, ça change la société dans son ensemble, et plus besoin de parler de retraite ou de quoi que ce soit, parce que les conditions seraient tellement différentes par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui qu'il faut tout repenser. Donc je ne sais pas si ça va se réaliser, ça peut être vu comme de la science-fiction, mais Ray Kurzweil n'a pas fait que cette prédiction-là. Par le passé, il avait fait d'autres prédictions sur des moments où la machine allait battre les humains à telle ou telle chose, par exemple les échecs. Et le poker, d'ailleurs, il s'est ça a été réglé, cette affaire. Le poker, pessimiste. Pardon ? Il était même pessimiste, puisque... Il était même pessimiste. À chaque fois, on allait 3 ou 4 ans plus vite que ce qu'il disait. Il y a une étude qui a été menée là, qui est intéressante sur les mèmes et sur l'humour. Ils ont essayé d'évaluer justement qui peut être le plus drôle entre une IA et l'être humain. Donc en fait, ils ont fait générer un certain nombre de mèmes à une IA, puis un certain nombre de mèmes à des humains, puis ils ont essayé d'évaluer ce qui était le plus drôle. Ce qui est intéressant, c'est qu'en moyenne, l'IA est plus drôle que l'être humain. Ouais. Par contre, les mèmes qui ont été les plus plébiscités, ceux qui ont été vraiment excellents, ont à 100% été générés par des humains. Ce qui est normal, puisque l'IA générative est basée sur l'entraînement de données de manière matricielle, donc probabiliste. Donc en fait, en moyenne, ça va toujours être beaucoup plus fort que n'importe quoi, que ce que les humains font en moyenne. Vrai. Mais les gens vraiment brillants, qui vont être hyper drôles, l'IA sera incapable de les copier, puisque c'est forcément des gens qui vont inventer des choses nouvelles. Donc la machine pas créative, moi j'y crois pas vraiment en fait. Non, je dis pas qu'elle n'est pas créative, je dis que pour le moment, elle peut pas être la plus drôle. Néanmoins, c'est tout ce qu'on a montré récemment avec le développement de l'IA générative et ensuite avec l'agentique, c'est que en fait, les assemblages de données qu'elle fait sont des assemblages qu'on n'arrive plus à retracer. Donc elle ne suit pas les patterns que des humains suivent, comme tu viens de le dire. En fait, elle réinvente de nouveaux patterns, puisque tu lui as donné des paramètres, elle se base sur ces paramètres et elle va apprendre ce qu'elle veut autour. D'ailleurs, c'est le problème principal quand on parle de le problème de la menace, c'est le problème du misalignment. C'est le problème qu'une machine va d'elle-même, en fait, think outside of the box, comme on dit souvent en français. Elle va réinventer des nouveaux patterns de A à Z pour pouvoir répondre à ta problématique. Le problème, c'est que si ta problématique, tu lui as expliqué avec des paramètres qui ne sont pas complets, parce que tu es parti d'une logique qui était qu'il y avait des aspects tacites
que nous, dans le langage verbal humain classique, on comprend très bien, mais qu'une machine ne comprend pas, et que tu lui as pas paramétré de A à Z ce que tu voulais d'elle, bah en fait, comme tu le dis, elle va être créative, elle va inventer de nouvelles méthodes, elle va peut-être inventer de nouvelles méthodes qui ne sont pas du tout alignées avec ton besoin initial, et c'est là que l'humanité peut être vraiment en danger. Parce que si on lui a donné le pouvoir de faire des trucs qui sont très problématiques pour nous tous... Le jeu de Go, c'est très limité. Ça dépend sur quoi tu fais. un peu aussi le truc. Je pense qu'il y a la question, c'est toi de parler Christophe, il y a la question est-ce qu'elle peut nous remplacer sur ci et ça, c'est une menace. Mais je pense que moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que ça change la nature même de l'espèce humaine. Dans le sens où, aujourd'hui, ce qui n'était jamais le cas avant, tu peux vivre toute une vie sans sortir d'une chambre. Nous, je le vois dans nos métiers. L'IA générative sur la partie image, vidéo nous permet de faire des choses mais extraordinaires avec des moyens vraiment réduits. Tu vois, moi qui à la base n'ai pas une formation de créatif, de vidéaste, je me suis lancé le défi là dernièrement de faire un générique à la Netflix, tu vois, un peu conflictuel. J'ai fait de l'image gen pour avoir mes images dans le site que je voulais. J'ai enchaîné avec du image to vidéo, j'ai monté tout. C'est un truc, il y a 2 ans, on n'aurait jamais dû sortir ça à l'agence, tu vois. C'est un formidable outil, mais on donne trop vite la facilité et la réponse sans former à la difficulté. Et ça crée des gens faibles. Je suis d'accord avec toi que c'est hyper positif à court terme. En fait, ça peut aider dans plein de métiers sans les remplacer pour le moment. Ça peut les aider à être beaucoup plus efficients. Ça peut aider les gens à être meilleurs. Beaucoup de gens, enfin, moi je le vois, tu vois, il y a une chef de projet qui est partie chez moi, elle a mis un an remplacé. Mais au-delà du remplacement, on peut parler de 3 niveaux de risque. On peut parler du niveau de risque existentiel où à la fin, elle prend le pouvoir et elle nous tue tous. Okay, ouais. Ça, je pense qu'on le connaît tous avec les films de science-fiction. On peut parler du risque et le risque du remplacement du métier. Alors ça, c'est très probable quand même que Gartner explique que 50% des métiers d'ici 2030 pourraient être en mise en danger. C'est beaucoup. Je pense qu'ils sont un peu, comme d'habitude, peut-être volontairement dans la provoque, mais en tout cas, tu peux penser que c'est possible. Mais il y a un 3e niveau, et ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est la déshumanisation, voire l'idiocratie possible de l'humanité, qui est que comme tu as une IAGN qui apprend tout pour toi, que tu n'as plus besoin d'apprendre de langue, tu n'as plus besoin d'apprendre français, tu ne feras plus jamais de synthèse de texte, tu ne t'amuseras plus jamais à lire un corpus documentaire ou n'importe quoi, en fait, la manière dont tu apprends va changer. J'ai créé un compte TikTok qui est full IA, c'est une coach en séduction. Donc en fait, c'est une nana, un avatar IA qui donne des conseils de séduction aux mecs. J'ai pris 100 000 abonnés en 2 mois sur ce compte. C'est de la folie. Alors qu'il n'y a pas une parole humaine. Hein. Je vous partage un petit retour d'expérience. Donc ça fait 9 mois que je donne des cours d'IA. Donc c'est de l'initiation, ça ne rentre pas dans le détail technique, dans une école de marketing, business et marketing. Et plusieurs choses assez incroyables à tirer de cette expérience. Je ne suis pas prof dans la vie de tous les jours. Déjà, ce que je vois, donc on leur fait faire des exercices avec de l'IA. Donc par exemple, créer des contenus pour différents projets, créer des contenus marketing. Et alors, il ressort plusieurs choses de ça. Déjà, c'est qu'entre le début de l'année scolaire et aujourd'hui, donc entre septembre et aujourd'hui, mai-juin, des exercices, le même exercice qui prenait 2 heures au début de l'année, il prend 20 minutes aujourd'hui. Moi, je suis à court d'exercice aujourd'hui dans mon cours. Donc ça, c'est le premier enseignement. Deuxième chose que je vois, c'est le nivellement, je check. Le nivellement de la manière dont la classe se nivelle différemment, c'est qu'on a 90-95% de la classe qui va produire des contenus très similaires, parce qu'ils promptent de la même manière, ça aligne. Tu as un niveau moyen où ça uniformise tout le monde. Et par contre, tu as... check. Et par contre, ça crée une superstar par classe à peu près, qui va vraiment comprendre comment utiliser les outils et qui va faire un travail complètement bluffant et presque professionnel. Ouais. Et donc ça crée, j'ai l'impression que ça va créer encore plus de disparité entre les étudiants. Et le dernier point, c'est qu'on a fait un petit sondage auprès des étudiants de Bac plus 1 à Bac plus 5 sur leur usage de l'IA générative. Et ce qu'on a vu, c'est que l'usage dans le quotidien de l'IA générative, en fait, plus on va vers les jeunes, plus on va vers les Bac plus 1, plus il est écrasant. Et en fait, j'ai peur de la bombe à retardement, là, c'est qu'on se pose des questions aujourd'hui sur l'IA générative et on se dit finalement en entreprise, nous on est peut-être les métiers qui l'utilisent le plus, mais finalement ça ne change pas fondamentalement les choses, donc on se dit c'est comme d'hab, c'est des nouveaux outils, ça ne va rien changer.
Mais quand les Bac+1 aujourd'hui vont arriver sur le marché du travail, et eux, ils utilisent énormément ChatGPT et autres pour à peu près tout ce qu'ils font, dans le pro comme dans le perso, c'est cette génération-là, je pense, qui va complètement changer qui va complètement changer le monde du travail. L'Europe a-t-elle une chance de reprendre la main sur le numérique ? L'Europe peut reprendre la main sur le numérique, mais le temps presse. Elle a des atouts, un marché unifié, des talents et une tradition de régulation. Le RGPD a montré qu'elle peut fixer des normes mondiales. Mais elle reste dépendante des géants américains et chinois pour les infrastructures, les logiciels et l'IA. Sans souveraineté technologique, il n'y a pas de souveraineté politique. Reprendre la main exige des investissements massifs, une stratégie industrielle claire et du courage politique. Il faut oser créer, pas seulement encadrer. Miser sur l'open source, la mutualisation des données et l'innovation locale. L'Europe n'est pas condamnée à subir, mais elle doit agir vite. Le numérique est une question de puissance. Je pense qu'il dit des choses très intéressantes parce que c'est toute la question. Moi, je passe pas mal de temps dans les questions d'éducation, de trucs comme ça, et les gens vont réfléchir à la charte d'usage de l'IA. Et ça va être une charge de tout ce que tu n'as pas le droit de faire dans l'IA. Et moi, ce que je leur dis, en fait, si tu veux pas l'IA que tu veux pas, il faut créer l'IA que tu veux. Parce que sinon, dans tous les cas, les gens, ils vont utiliser l'IA qui est dispo. Et la question, c'est que nous, aujourd'hui, on se donne pas les moyens de créer une IA qui soit vraiment compétitive et qui nous soit propre. Et c'est tout l'enjeu qui nous réunit tous à peu près sur le même sujet. C'est la seule manière que l'Europe aurait de faire ça, c'est de mutualiser ces données les plus stratégiques et les plus sensibles pour créer des IA uniques. Parce que pareil, tu veux faire une IA dans la santé, si tu as accès aux données de santé des citoyens, c'est le seul moyen de faire un truc vraiment précis. Il y a 109 milliards. Déjà, la plupart sont des choses qui avaient été déjà fléchées et qui sont faites. Sans questionner la légitimité du chiffre, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça fait de l'argent pour faire ce qu'on appelle des data centers. Okay, les data centers, c'est de l'immobilier, grosso modo, c'est des espaces où on va se construire des serveurs. Ensuite, il faut alimenter ces données, il faut alimenter ces bases de données. Et aujourd'hui, qui a les données les plus sensibles et les plus intéressantes, c'est l'État. Or, l'État n'a pas de grand plan de mise à disposition de ces données pour entraîner l'IA. Et c'est ça qui manque aujourd'hui cruellement dans la stratégie, c'est de pouvoir avoir accès aux bonnes données. Et donc, moi, mon avis là-dessus, c'est que pendant très longtemps, la stratégie digitale de la France, c'était le cloud. C'était clairement le cloud. Est-ce que ça a réussi ou pas ? On voit bien aujourd'hui que c'est compliqué. Et là, j'ai l'impression qu'on a basculé tout de suite à une stratégie très IA qui garde encore un petit peu de cloud. Et il manque dans le sandwich, il manque la couche, ce qu'explique Mathias, il manque la couche du milieu. Or, sur la couche du milieu, c'est peut-être celle où on a le plus de chances justement d'avoir un minimum de souveraineté. Le plus de chances, c'est le plus de valeur, au final. C'est la clé de tout. Et c'est le truc le moins sexy, je pense que tu vois, de dire ah tiens j'ai 109, j'ai financé une IA dans la santé, c'est beaucoup plus sexy politiquement de dire que j'ai créé des tuyaux pour accéder à la data, parce que personne comprend et eux non plus. Et donc on loupe un peu cette phase-là. Est-ce que ce type de sujet naturellement ne devrait pas plutôt être drivé par l'Union européenne que par les... C'est drivé par l'Union européenne. C'est les deux. Donc... La question c'est 500. La question c'est l'Union européenne a fait des réglementations pour forcer la mise à disposition. L'Union européenne a investi 10 milliards d'euros pour créer ces infrastructures. Mais l'Union européenne ne peut pas dire à un État connecte tes données. Bien sûr. Et donc c'est à l'État à un moment de prendre sa part. Et tu parlais du Royaume-Uni tout à l'heure, Christophe. Ils sont les plus avancés là-dessus. ChatGPT remporte sa première main. Attends. Ah non, c'est à Christophe. Non, il remporte. Il remporte. Ouais. J'ai eu un exemple qui est intéressant. J'étais à la Commission européenne la semaine dernière. Non. Et il y avait donc pas mal d'industriels français qui étaient présents autour de la table et qui discutaient spécifiquement pour une problématique qui est très reliée avec ce que tu dis. Par exemple, typiquement de maintenance, tu vois, qui sont un peu des actions complexes en fait, qui sont des actions qui sont pas standards. Je vais checker, mais j'ai peur de chat. Là, ils avaient un intérêt très spécifique qui n'était pas entre
comme tu le dis, entre prestataires, exploitants, partenaires, mais qui étaient entre des acteurs similaires d'industries différentes. Des concurrents. Qui avaient les mêmes problématiques. Concurrents, voire des gens qui n'avaient rien à voir. Tu vois. Okay. Et un ArcelorMittal et un Thales, tu ne peux pas vraiment dire qu'ils sont concurrents. Ils ont des usines les deux, ils ont des humanoïdes pour faire la maintenance les deux. Et en fait, là, l'idée qu'ils avaient, c'était de se dire, quand ils entraînent des robots, ils ont leur propre modèle, ils ont leur propre spécificité. Et s'ils les mettent en commun avec 6, 10, 15 autres acteurs industriels, ça devient hyper intéressant parce que leur modèle progresse beaucoup plus vite. Et donc le robot humanoïde général qui pourrait être créé à partir de l'entraînement des données de tous pourrait être un robot humanoïde beaucoup plus puissant. C'est assez rare. Mais, mais pour dire. Et encore, tu pourrais peut-être trouver plein de cas d'usage avec le temps en fait. Alors ça c'est un autre point qu'on essaye de créer, mais c'est difficile, c'est ce qu'on disait dans les débuts du web, la sérendipité. Son nom. Allez, c'est pour chat. C'est pour chat. Non, mais pour expliquer un peu aussi de quoi on parle de data space, etc. Il y avait dans le rapport là, que vous avez coécrit avec Laura Letourneau, il y a cette vision de quelque part passer du bidonville à la ville et au réseau routier, à l'urbanisation des choses. C'est un seul réseau où tu t'enregistres et tu peux échanger avec n'importe qui d'autre et c'est un truc assez libre. Tu as des règles, tu as des opérateurs qui doivent respecter un certain nombre de règles, mais tu n'es pas enfermé dans un acteur ou dans un écosystème ou un autre. Et pour faire ça, aujourd'hui, en effet, tu as des filières qui se créent et qui créent un peu les prémices de ça, mais c'est un peu comme des petits villages, etc. Là, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est gérer le réseau routier entre tous ces villages pour commencer à créer une ville, commencer à créer une nation et un pays diplomatique. Et là-dessus, il faut qu'il y ait une façon de faire un protocole qui gagne assez d'adoption. Et ça, c'est qu'un effet de réseau qui peut le faire. Et on l'a vu avec Internet. Avec Internet, tu avais des réseaux privés de données. Avec les télécoms, tu avais un moment Motorola qui se disait, en fait, le réseau mondial de téléphonie mobile, il va se créer parce que tout le monde aura un Motorola. Et après, tu as le GSM qui est venu, c'est un standard ouvert, de dire, peu importe l'opérateur que tu as, peu importe le GSM, le téléphone que tu as, il peut se connecter au même réseau. Et c'est la même logique qu'on doit faire pour les données, pour éviter qu'il y ait des acteurs centraux qui disent tout dépend uniquement de moi comme on l'a aujourd'hui. Mais pour lancer ça, il faut une adoption massive. Et c'est pour ça qu'on dit que l'État étant le plus grand détenteur de données, c'est lui qui peut lancer cette adoption et l'imposer un peu à tout le monde. L'IA peut-elle être éthique si elle est façonnée par les intérêts privés ? Une IA façonnée par des intérêts privés aura toujours des priorités commerciales avant des principes éthiques. Son but n'est pas de faire le bien, mais de maximiser la rentabilité. Même avec des chartes ou des promesses, les biais restent présents si les données, les objectifs et le design sont orientés. L'éthique devient un argument marketing, pas une exigence réelle. Peut-on parler d'éthique quand l'algorithme optimise le clic, pas la vérité, quand il exploite l'attention au lieu de la protéger? Une IA vraiment éthique suppose transparence, contrôle démocratique et indépendance. Tant que les règles du jeu sont fixées par les entreprises elles-mêmes, le conflit d'intérêts est structurel. L'éthique ne peut pas être une option activée à la demande. Elle doit être intégrée dans la gouvernance. On y va. Christophe, lance-nous. Alors, en tant que dealer, je vais aussi dealer le sujet, parce qu'il y a un subtitle qui est « L'IA peut-elle être éthique si elle est façonnée par des intérêts privés ?» qui est le grand problème du capitalisme. C'est une IA, elle est créée par un groupe privé. Dis quand même. Un groupe privé veut faire quoi sur Terre? Il veut gagner de plus en plus d'argent. Donc, les intérêts éthiques, c'est pas vraiment quelque chose qui lui rapporte. Ce qui lui rapporte, c'est d'avoir le plus vite possible l'IA la plus puissante pour pouvoir dominer les autres. Et toute la problématique qui fait peur à beaucoup d'experts, comme des gens comme Geoffrey Hinton, par exemple, qui est le Godfather of AI, qui est considéré comme étant le parrain de l'IA et du machine learning, c'est que ces intérêts privés vont faire qu'à terme, l'IA ira trop vite. Vous vous rappelez du moratoire qu'il y avait eu il y a 2 ans, qui avait été poussé d'ailleurs par Elon Musk, particulièrement factice vu ce qu'il a fait ensuite, mais en tout cas qui avait baqué ce moratoire qui était de dire l'IA va beaucoup trop vite, et comme l'IA va beaucoup trop vite, puisque c'était 4, 5, 6 groupes mondiaux et en plus d'espaces et de zones géographiques qui étaient en guerre, en tout cas en guerre technologique entre la Chine, etc. Et il est couché. Chad va nous dire, alors carte. Et non, c'est 1000, moi j'ai mis. Écoute, c'est 2000 alors. 2000 Oh, ça joue pour de vrai, là. Ça s'est réveillé. Ça, c'est pas 2000, ça c'est 400, là, 2000. Ouais, mais moi je voulais dire 2000. T'as mis 2000, donc mets 2000. Qu'on voit ce qui te reste, alors, déjà. 100, 10, 1000.
1400. 1400 et encore 6 comme ça. Ok. Voilà. Donc si tu veux venir, tu 400 peux venir. et encore 6. Intérêt privé, voilà. Hop. Et donc Geoffrey Hinton, sa théorie, Carte, mon ami. je ne sais pas si c'est vrai, on verra bien si c'est vrai, mais c'est qu'on n'arrivera pas à arrêter le développement de l'intelligence artificielle parce que c'est drivé par des groupes capitalistes qui se font la guerre aux quatre coins du monde, qu'ils iront trop vite, qu'ils prendront trop peu, que les réglementations n'arriveront pas à bloquer leur développement. Remets tes jetons, ils sont en jeu, Christophe, ne les reprends pas. Je sais. Bah, écoute, moi, je check aussi. Tu check, ok. Je check aussi. Soit je doute, soit je suis très fort. Et donc, la logique, elle est que... 1000. Oh, t'as rien tiré, donc tu chauffes. D'accord, je comprends. Là, la tension est palpable. Mais du coup, pour en revenir à ce que tu disais, cette accélération, vous, elle sert en plus aux intérêts d'acteurs privés, non? En fait, la problématique de fond, c'est que pour réglementer, ça fonctionne que si le monde entier réglemente. Oui, ça c'est... Et que si l'Europe, par exemple, réglemente, mais que les États-Unis ne l'ont pas fait... Non, mais on a réussi à imposer le RGPD dans tout le monde, non. tu vois. Les Chinois sont Oui, absolument pas sauf ils ont leur version. Et d'ailleurs, la question de l'éthique très manichéenne entre le privé. Je donne un autre exemple. À un moment, les usines, c'était des trucs dans le sous-sol. Ça, c'est 50. Hein. C'est des trucs dans le sous-sol, sans fenêtre. Et ils se sont rendus compte qu'en fait les gens étaient plus productifs s'ils avaient un peu de bien-être, et donc ils ont amené de l'éthique. Donc l'éthique peut aussi amener plus de productivité. Est-ce qu'il y a sur la data et l'IA cette même notion dont on entend beaucoup parler en économie de comme l'Europe est un marché commun puissant, elle a cette capacité du coup de soft power à imposer un peu sa vision en échange de l'accès à son marché. Ah, il trick. Est-ce qu'on retrouve ça sur la data et l'IA ou est-ce que c'est complètement hors de propos? Check. Vas-y. Personne n'a écouté. On est dans nos mains. Ma question c'est, on parle souvent en économie de la puissance du marché européen. C'est combien? Vas-y, on les laisse jouer. Que le soft power européen vient du fait que, ok, je te donne accès à ce marché qui est le premier marché. Alors, il y a le soft power, il y a le soft power, il y a le hard power. Alors, aussi. Du coup, est-ce que dans le cadre de l'IA et de la data, ça s'applique aussi un peu de cette manière-là ou pas du tout? C'est ce qu'on voit dans plein d'autres domaines, c'est ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. C'est quand l'Europe régule, Ouais, tout à fait, voilà. ça suit derrière parce que tu as déjà réussi, t'as le premier marché. Et ensuite, tu as réussi à coordonner a priori 27 pays, voire même un peu plus, parce que généralement la Suisse... Non, puis des pays qui ont un vrai pouvoir d'achat. Et qui ont un vrai pouvoir d'achat. Donc ça marche, et ça, il faut l'utiliser, évidemment. Par contre, ces dernières années, on s'est retrouvés avec le RGPD notamment, c'était l'exemple même de ce qui s'est passé, et ce qui risque de se passer à l'avenir, c'est un bras de fer entre ceux qui ont le pouvoir de réguler et le pouvoir de leur marché, et ceux qui proposent les outils. Okay. Donc on est toujours dans un bras de fer et donc on fait qu'agir après coup. On a toujours un temps de retard en fait. Okay. Premièrement, et deuxièmement, c'est difficile d'aller donner des coups de bâton sur ceux qui proposent des outils que toute l'Europe utilise tous les jours. Voilà, sur de l'immatériel, sur des trucs dont on ne peut pas finalement réguler l'accès. Parce que même si tu as des technos, par exemple, je vois la VO3, donc le Google Gemini qui sort son nouvel modèle d'IA de génération de vidéo qui est apparemment extraordinaire mais qui est très peu Vous avez accessible. dit que qui était flippé? Parce que De quoi? t'avais l'air, tu me disais que moi j'étais pas bien tout à l'heure, non? Je te sens pas bien. Ah non, je n'ai pas dit que t'étais pas bien. J'ai dit, il faut pas. c'est d'attaquer fort avec le Oui, Mathias, c'est un bluffeur. Je vois, le problème c'est que... Non, mais là, en fait, bon, il a Moi, les peut-être... espaces de données, si tu veux. Moi, j'ai des données propriétaires de très haut niveau. Il a peut-être un 10 valet, quoi. Ouais. Il a peut-être un 10 valet. Il y a beaucoup de régulations européennes. Ah, je suis bien plus fort que ça. Bruxelles marche. Non, c'est ce que tu dis, évidemment. C'est fait dans beaucoup d'autres domaines. C'est ce que tu dis, évidemment. En vrai, t'as déjà mis tellement au pot. C'est ce que je me dis. T'as déjà mis tellement au pot, il y a que 1000 à rajouter. Il y a 7000 et t'as que 1000 à rajouter. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc en réalité, t'as rien à perdre. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me En fait, dis aussi. c'est 1000 pour jouer 8000. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc sur des intérêts capitalistes, là justement, normalement t'es obligé de mettre. Je finis mon explication. Donc on est fort pour réguler. C'est un fait. Et ça Il se faut qu'elle constate. buzz, hein, Personne. Qu'est-ce que t'as? Vas-y. Suite. As 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Avec la suite, elle arrive. Ouais. Il est où ton 2? Fallait jouer. 3, 4, 5, 6, 7. Bien joué. Bien joué.
finis les Pardon. explications. Donc l'effet Bruxelles, il fonctionne. Par contre, la plupart de nos régulations dans le digital, elles sont défensives. Ok. On a même inventé le concept de gatekeeper. Tu peux me le... Un gatekeeper, en gros, c'est un acteur ultra dominant d'un marché et tu fais une régulation qui s'applique aux gatekeepers de tel et tel marché. Ok. Google, Microsoft, Ok, d'accord, ouais. Booking dans le tourisme, Donc, etc. c'est vraiment une régulation qui vise un acteur spécifique. Donc c'est vraiment c'est une stratégie défensive et puis c'est une stratégie en réaction en permanence. C'est pas une stratégie qui en fait nous ce qu'on essaye, Ouais, on n'est pas ce dans qu'on la- est en train d'essayer avec les data space, y compris avec la régulation, c'est d'avoir une stratégie offensive et d'avoir une alternative à proposer, un autre modèle. On joue sur nos qualités, pas sur nos défauts. Donc forcément, on n'a pas les grands acteurs technologiques. Donc on propose quelque chose qui n'a pas besoin des gros acteurs technologiques. Ouais, je crois. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas, les data space. Quoi qu'il arrive. Si, c'est la bonne technologie, c'est la Je bonne pense que stratégie, ça Olivier. Mais en tout cas, on est obligé. On coupe pas. En tout cas, on est obligé d'essayer quelque chose. Ouais, bien sûr. Non, sur ça, je suis d'accord. Pas juste de la défense. Mais du coup, est-ce que, pour en revenir du coup à ma question initiale, est-ce que la data européenne a plus de valeur que la data d'autres régions du monde? Non, pas forcément. C'est le consommateur qui a de la valeur, entre guillemets. Ouais, bah, Donc tu veux accéder, tu veux faire un service d'éducation, de santé, d'industrie, comme Christophe le disait tout à l'heure, tu as besoin d'avoir accès à cette data-là. Et le marché européen reste le plus grand aujourd'hui. Donc, avoir accès à ces données-là et développer des services uniques grâce à ça, c'est une énorme opportunité. je suis complètement d'accord. C'est ça, grosso modo. Si je peux me permettre, Mathias, truc. je suis complètement d'accord. Ouais. Et je suis comme toi un grand fan des data space. Je dis juste que sur la question exacte qui nous est posée, Ouais, on est un peu hors sujet. pour être très honnête, il y a quand même un grand danger qui est que à terme, si l'IA inventée par les Chinois qui a été créée de manière non éthique pour aller très vite, ou qui a été créée par les couché, toi, chat ou Ok. qui a été créée par les Américains est Ouais. tellement avancée qu'elle leur donne un avantage stratégique total sur tous les niveaux industriels. Ouais. Mais ils on pourront pas aura- l'avoir s'ils n'ont pas accès à la data. Bah, s'ils ont accès à la data chinoise, ça leur suffira peut-être. Non, pas parce que toi, ton agent de prévention santé, la donnée du chinois, elle va pas t'aider à mieux t'analyser si on n'a pas tes données de santé. Oui, mais si leur data, par exemple, genre je vais vous donner un exemple très parlant. Si leur data, ils leur ont donné de la donnée ADN Ouais. sur l'ensemble des génomes des Chinois. Oui, mais ils connaissent Que grâce pas à ça, ton truc. et que grâce à ça, ils ont développé une IA qui lutte parfaitement contre toutes les maladies. Oui, de la Terre. Et oui, nous, on l'a bien pas sûr. fait parce qu'on a voulu créer de la data éthique. Tu vas me dire qu'on continuera à être pertinent sur Terre. Alors, En fait, c'est là les problématiques aussi. oui, mais justement, on peut créer des IA qui rivalisent avec ça. À quoi ressemblerait un futur numérique souhaitable pour l'humanité ? Un futur numérique souhaitable serait humain, souverain et émancipateur. Les technologies seraient au service du bien commun, pas des seuls profits. Les données appartiendraient aux individus qui pourraient les partager librement ou les protéger. L'IA serait transparente, explicable et contrôlée collectivement. Les plateformes ne seraient pas des monopoles, mais des communs numériques interopérables. L'attention ne serait plus exploitée, mais respectée. L'éducation au numérique serait universelle pour que chacun comprenne et choisisse. Le code serait majoritairement open source, auditable et éthique par design. Les infrastructures seraient écologiques et distribuées. Et surtout, le numérique renforcerait les droits humains. Donc j'espère un futur où on peut justement décider de nos règles encore. On ne suit pas des règles, soit les règles du marché, soit des règles de tel ou tel État, mais on peut encore décider de nos règles à différents niveaux. Donc check. Donc on en voit. Et donc, du coup, Donc j'espère qu'on va pouvoir encore décider de nos règles. C'est tout ce que j'espère pour le futur. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, donc encore une fois, avec les data space, c'est de créer une infrastructure pour pouvoir définir ces règles. Donc là où on essaie de jouer, c'est sur l'accès à la donnée, mais ça rejaillit évidemment sur l'IA. Et je pense que c'est le seul moyen qu'on ait de contrôler l'IA. C'est sur les règles d'accès à la donnée. Et donc voilà. Donc on est en train d'essayer de créer une infrastructure finalement du droit et de la norme pour le digital, qui laisse sa chance aux humains d'être encore aux manettes. Mais non, pour moi, de toute façon, l'avenir, il n'est pas question de savoir s'il se fait avec ou sans, il est... Ok. Et je pense Allez, les que gars. beaucoup des travaux qui sont détruits aujourd'hui n'étaient pas forcément les postes les plus intéressants et que
Allez, un roi ou un valet. Un roi ou un valet, un roi ou un valet. Yes! Ah, magnifique. Yes! Mathias est revenu. C'est le king is Bravo. back. Yes. Pour ma part, c'était une Qui avait quel 170 de vous deux? C'est moi qui avais ça. Ok, merde, c'est bon. Hop là. Ok. Ah, merde. Ah, une belle main quand même, un beau. Mais du coup, ouais, tu vois, moi je pense que c'est moins de travaux de gens qui avaient à faible valeur ajoutée finalement, même si c'est un peu dur de le dire comme ça, mais qui étaient des gens assez facilement remplaçables, et ça va peut-être laisser la place à plus de gens pour se lancer grâce à ces outils-là, sans avoir de coûts d'entrée sur des business parfois compliqués, sans avoir, tu vois, quand je parle de coûts d'entrée, je parle d'accompagnement juridique, je parle d'accompagnement sur le plan de la communication, etc., qui sont des choses qui te coûtent de l'argent, toi, quand tu te lances sur un projet, et qu'aujourd'hui, je ne dis pas que ChatGPT va remplacer un avocat ou va remplacer un graphiste, mais en tout cas, va te permettre tout seul de ton côté de démarrer ton projet avant même d'avoir engagé des frais. Et donc, j'espère que ça va libérer la volonté d'entreprendre des gens et leur permettre, tu vois, de s'exprimer un peu plus plutôt que de rester un peu esclave de tâches répétitives. Je suis un peu dur, mais pas toujours hyper intéressantes à produire, tu vois. Ce que dit Yann Lequin, c'est tous CEO demain, en gros, tous patrons d'entreprise, sauf que tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que des choses qui peuvent être automatisées ou remplacées par l'IA. Voilà. Quel courage d'y aller contre ChatGPT qui relance jamais. Ah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Tu y es pas allé, toi? Non, j'y vais pas. Là, j'y vais maintenant. Vas-y, carte. Carte, ouais. Carte chat. Hop. Et donc la vision du monde de la religion de Christophe. J'allais te dire que ChatGPT, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Et moi, je pense que la logique, pour moi, elle est sur autre chose. Je mets 1000. Je rejoins un peu ce que tu as dit aussi. Elle est sur la vision de l'Europe. Et est-ce que l'Europe... On va laisser quand même peut-être Jat répondre. Quand même envie de savoir. J'ai quand même envie de savoir ce que Chat va faire. Parce que là, c'est... Pour la première fois, Chat amène une main. Donc, Chat met tapis. Alors là, ça fait combien? 1, 2, 3, justement, 4, 5. par rapport à ce que j'allais dire, c'est 200, inquiétant. En fait, vous l'avez à l'envers depuis le début. 300. Je te parle de la tomate, je prends des jetons quand même. C'est peut-être une hallucination. Je mets 460 en plus. On va voir. Hein. 1, 2, 3. Hop. Il a mis un 1000, hein. C'est des 1000 ça. Allez, on monte les cartes, Non, c'est chat. c'est les 200. 3 et 6. Ah, d'accord. Ok. Ok, joue. Donc Bon. C'est une hallucination complète. C'est Là. une hallucination. Donc là, il va J'ai jouer tout hacké sur un le chat. 5. Il va jouer tout sur un 5 là. Ah ouais, ok. Allez. Yes! J'ai sorti chat! Bravo. Le vainqueur de ChatGPT. Bon, mon point, je ne vais pas répéter ce que ChatGPT a dit. Évidemment qu'on veut tous un futur où l'IA ne remplace pas tous, où l'IA ne remplace pas nos métiers, où l'IA ne nous tue pas, où l'IA est éthique, où l'IA protège les droits humains, etc. etc. Moi, je vais plus attirer, je pense, l'attention de tout le monde sur l'aspect civilisationnel. Je pense que Tour mes 4. on est à un moment tournant de l'histoire, comme jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Europe, où l'Europe est à quelques encablures de devenir un vassal de puissances étrangères. Ça fait longtemps que la menace a été brandie, depuis quasiment le début des années 2000. Pendant 15 ans, on a pensé que c'était une histoire de données. Donc les données, c'est « Ah, j'ai peur qu'on y accède » ou « J'ai peur qu'on me coupe l'accès ». Donc c'est soit de l'information étrangère, soit me bloquer dans mes activités. La différence, c'est quand même l'IA décisionnelle. Parce que je pense qu'à terme, tu parlais en effet tout le monde CEO demain, je pense qu'à terme, toutes les décisions des personnes privées et des personnes en entreprise, des personnes morales, seront des décisions qui seront drivées à 100% par l'IA. Et que si cette IA est une IA qui est non européenne, on va au-devant de graves problèmes d'ingérence mondiale. La capacité, par exemple, complètement folle, que les États-Unis décident demain, si c'est un nouveau Trump, par exemple, ou peut-être Trump toujours au pouvoir, qui décide de hacker toutes les décisions, toutes les entreprises françaises et tous les consommateurs français au même moment pour faire tomber le pays. Si jamais c'est le cas, je pense que l'Europe, dans ce cas-là, rentrerait dans la même situation que
je ne vais pas citer spécifiquement des régions, mais on peut penser à des régions anciennes colonies, par exemple, de l'Europe, qu'on a souvent, malheureusement, nous, monde occidental, mis dans des situations de dépendance complète, sur tous les plans. L'Europe est à, je pense, quelques encablures sont dans la même situation. Donc je crois aux espaces de données à fond, comme tu l'as dit, parce que je pense que c'est le seul moyen pour l'Europe de garder son indépendance. Et je crois au développement d'une IA et d'une IA générative européenne complètement indépendante, parce que si ce n'est pas le cas, on sera à un niveau de risque d'ingérence politique, économique et même sociétale, en fait, comme on ne l'a jamais vu auparavant dans l'humanité. Donc dernière main, donc toi tu vas all-in. Il y a un autre aspect, peut-être. Je pense qu'on peut tous espérer que ce dont on a parlé tout à l'heure, que toute l'humanité ne devienne pas débile. Ouais. Qu'il y ait toujours des gens capables de jouer à des tables de poker comme ça et de réfléchir à ce genre de sujet dans 50 ans. Ouais. Et qu'on ne soit pas tous à le regarder en disant on n'en sait rien, dis-le. Est-ce qu'on joue? Surtout qu'il ne faut pas l'écouter apparemment. C'est là où moi j'ai du mal à pousser, parce que je trouve que ça nous apporte une capacité en plus plutôt que de la réduction de capacité. Mais donc là, attends, c'est la dernière main. Mais ils seront éduqués différemment, certes, mais Tu on va penses pas arrêter d'éduquer nos gamins. Ok. Je pense que si tu n'apprends plus à quelqu'un à penser par lui-même, il commence quand même à devenir très compliqué. Ouais, mais je vois pas en quoi le fait d'avoir une machine qui peut t'apporter de la capacité de réflexion en plus t'empêche de penser par toi-même. Donc toi, all-in. Quand tu verrais le nombre de fois où je m'embrouille avec ChatGPT parce que ce qu'il me raconte, je trouve que c'est de la merde. Parce que tu as eu ChatGPT tard dans ta vie. Si tu as ChatGPT, comme il disait tout à l'heure, Oui, c'est ça. si tu as ChatGPT à 2 ans, tu vas apprendre quoi? À quel moment est-ce qu'on va t'apprendre à vraiment avoir envie d'apprendre? Non, Tu auras jamais envie d'apprendre. je sais pas, j'ai pas cette vision. Oui, c'est ça aussi, le vrai truc, c'est qu'on a trop tôt toute cette connaissance et toutes les réponses à nos questions trop vite, et il y a moins cette erreur. Ah oui, T'y vas, Christophe, ou pas? Non? Bon, moi, pour le game, mais en fait, ça va être marrant, parce que, en vrai, j'aurais jamais joué ça, mais c'est vraiment pour le showdown, et j'ai ta main de tout à l'heure. Donc, on va voir. T'as 4 et 8? J'ai 9 et 4. En plus, il a un 4, donc c'est déjà très très mal parti. Allez. Un 9? Non. Oh là là. Yes. Ah, mais quel Allez, Yes, full. C'est beau. On passe à 2000-4000. Les mains sont très très importantes là. Ouais. La Je tension prends mon est premier. palpable. Deux visions du monde s'affrontent. Je me couche. Très très bien joué. Ah ouais? Ouais. Ok. T'as vu? As-Dame. Ouais. Si j'ai pété, il dit non, mais 3-4. mais il a vu. Ouais. Merde. Allez. Ok. Attends. Allez, payé. Je vais tapis, ouais. Putain, mon 8 est mort. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Aïe, 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 aïe. Allez. La tension est à son comble. 6, c'est bien. Roi, c'est bien. 10, c'est bien. Non! Non! As! Alors fais pas le As! Le 3. Bien joué. Bien joué. Le 3. Mais écoutez, c'est la fin du premier Data Hold'em. On a bien débattu. J'espère que vous avez appris des choses. On s'est bien éclaté Regardez comme il a une femme. au poker. J'ai perdu sur une paire de 3. Voilà, ça arrive. À la prochaine. On va faire des prochaines éditions. Laissez-nous en commentaire ce qui était moins bien. On va réfléchir à différents formats. Mais en tout cas, on adore parler de ça. On adore jouer au poker. Donc, on le refera. Et merci à tout le monde. Et merci à Chat.